Bienvenue à tous. On a eu quelques soucis techniques, c'est notre premier webinaire, mais je vous souhaite à tous la bienvenue. Je vais vous faire une petite intro pour vous expliquer comment ça va se dérouler. Donc, on va commencer par une très très courte introduction de Qualifio, 2 slides. Ensuite, on passera en revue des généralités sur le RGPD avec Fred du cabinet Lex4U. Ensuite, on répondra aux questions les plus fréquentes qu'on reçoit sur l'impact du RGPD sur les activités marketing au quotidien. Et on finira par une présentation très très courte de la GDPR Toolbox. Ensuite, on passera à vos questions-réponses. Et donc, je vous invite donc à poser vos questions via le menu du dessous, votre écran. Vous pouvez poser vos questions par écrit et on y répondra pour certaines d'entre elles oralement et pour d'autres par écrit. Voilà. Je vous souhaite la bienvenue et je laisse la parole à Olivier Simonis, CEO de Qualifio. Voilà, bonjour à tous et un immense merci de nous rejoindre ce matin sur le webinaire. Donc, je suis Olivier Simonis, je suis cofondateur et directeur général de Qualifio. Alors, Qualifio, on est une société basée en Belgique avec des activités en France, en Espagne, en Hollande et en Suisse. Voilà, je passe à la slide suivante. Et donc, nous sommes une plateforme de marketing interactif et de collecte de données. Donc, on est une plateforme SaaS qui permet à nos clients, donc nos clients sont à peu près 400 grands médias, grandes entreprises réparties aux 4 coins de l'Europe. Et grâce à la plateforme, en fait, nos clients vont créer à peu près une quarantaine d'interactions qui sont des concours, des quiz, des sondages, des enquêtes, des tests de personnalité, des galeries vidéo, etc. Pouvoir les publier sur un site web, sur une application mobile, sur un mini-site, sur une page Facebook. Et derrière, suivre le reporting, suivre la collecte de profils et surtout connecter Qualifio à l'ensemble des autres outils data de votre entreprise, c'est-à-dire des outils d'emailing, de marketing automation, des CRM, des DMP, et très intéressant aussi, des outils de single sign-on, c'est-à-dire des outils d'authentification et d'identification. Voilà, donc en 2 mots, une plateforme qui permet à ses clients de créer de l'interactivité sur différents supports et derrière collecter des données à travers différents outils de l'architecture data. Voilà, on ne va pas parler trop longtemps de Qualifio, ce n'est pas l'objectif de ce webinaire. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Fred Deschamps, qui est avocat spécialisé dans toutes les questions de droit d'auteur et de RGPD et de protection de la vie privée, qui va parcourir ces différentes slides avec vous. Voilà, bonjour à tous. Merci, effectivement. Donc, je vois qu'il y a déjà pas mal de questions-réponses. Je vais essayer de brosser toute la matière. Ce que je vais faire, c'est d'abord vous expliquer en quelques minutes le RGPD et surtout tendre le cou à toute une série de choses que vous avez dû lire ou entendre par rapport au RGPD. D'abord, le RGPD, c'est une nouvelle réglementation, effectivement, mais ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Donc, ce que vous connaissez aujourd'hui dans l'opt-in, dans la manière de traiter et de collecter les données, ça continue. C'est toujours la même chose, c'est la même manière de travailler. Donc, souvent, les gens viennent au bureau en disant « Oui, mais je ne vais plus pouvoir faire du marketing direct, je ne vais plus pouvoir travailler de telle et telle manière ». En fait, le RGPD, cette nouvelle réglementation, donc, qui entrera en vigueur en mai, ne vise pas à interdire de faire des choses, que ce soit en marketing direct ou d'une autre manière. Ça vise simplement à encadrer les choses de manière plus structurée. Il faut savoir que cette matière-là a été réglée par une directive de 95. Donc, forcément, entre 95 et aujourd'hui, les choses ont énormément évolué, surtout en matière de protection des données. Donc, la première chose, c'est vraiment à retenir, c'est que ce n'est pas une nouvelle matière, c'est quelque chose qu'on connaît. La manière dont on traite les données, dont on collecte les données, la sécurité autour des données, sont des choses que normalement aujourd'hui, vous devez déjà connaître, que vous devez déjà normalement appliquer, notamment en matière de sécurité, etc. Première idée reçue, donc, c'est quelque chose qu'on connaît. Vous ne devez pas modifier la manière dont vous traitez les données. Je vois qu'il y a énormément de questions, donc je les lirai après parce que sinon c'est compliqué. Ça, c'est la première chose. Pourquoi est-ce qu'on en parle plus aujourd'hui? C'est simplement parce que jusqu'à présent, on a la Commission de la protection de la vie privée en Belgique, qu'elle n'était pas spécialement très active, qu'il n'y avait pas énormément de sanctions.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, les RGPD, c'est quelque chose qui fait beaucoup paniquer les gens, ou en tout cas qui inquiète les gens aujourd'hui. C'est effectivement qu'on a renforcé des sanctions. Et parmi ces sanctions, ce sont les amendes. Donc forcément, toutes les entreprises aujourd'hui s'inquiètent par rapport à cette nouvelle réglementation. Okay. Première chose, c'est ça. Deuxième chose, c'est, oui, mais moi, souvent, les gens se disent, ben non, moi, je ne suis pas concerné par le RGPD, je ne traite pas de données, ou en tout cas, ce ne sont pas des données à caractère personnel, etc. Vous devez savoir que la définition de la donnée à caractère personnel, ou en tout cas le champ d'application de ce RGPD, est extrêmement large. C'est-à-dire qu'il concerne à la fois les petites entreprises, à la fois les grandes entreprises, peu importe la taille de l'entreprise. Donc, toutes les entreprises sont concernées par ce RGPD. Alors, pour se mettre en conformité, c'est des questions qui reviennent souvent. Tiens, comment est-ce que je me mets en conformité? Est-ce que je suis conforme? Comment je fais avec ma base de données, etc. Tout ça, on va voir ça ensemble dans le cadre des questions. La première chose à faire, vraiment la première chose à faire, c'est faire cette cartographie des données. C'est-à-dire qu'en fait, la première question à se poser, c'est de se dire, au fond, je collecte toute une série d'informations, que ce soit au travers de concours Facebook, au travers de la plateforme Qualifio, au travers de newsletters, au travers de collectes. La première chose à faire, c'est de se poser à un moment donné, prendre une journée, 2 journées, 3 journées, et de se dire, tiens, au fond, où sont mes données? Pourquoi je les collecte? Finalement, le RGPD impose aux entreprises de se poser toute une série de questions essentielles autour des données. Et il n'y en a pas des centaines de questions. Il y en a peut-être 6 ou 7 de questions essentielles à se poser. C'est où sont mes données? Donc, concrètement, où elles sont hébergées? Qui y a accès? Donc, où elles sont hébergées? Première question, en fonction de ça, il y a toute une série de questions qui vont découler. Si elles sont hébergées en Europe, si elles sont hébergées en dehors du territoire de l'Union européenne, c'est une question qui revient aussi souvent que vous avez tous posée. De nouveau, ce n'est pas parce qu'on héberge des données en dehors de l'Union européenne qu'on ne peut plus le faire. Non, non. Le RGPD n'interdit pas les choses, il demande simplement de cadrer les choses. Les 2 maîtres mots du RGPD, c'est vraiment la transparence. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez avec les données, dans des limites acceptables, on les verra ensemble. Mais vous devez être transparent. Vous devez dire pourquoi vous collectez et vous traitez les données. Ce sont les finalités, c'est cette transparence. Et c'est une question qui revient tout le temps aussi par rapport à ça, c'est les privacy policy. Qu'est-ce que vous faites avec les données? Pourquoi vous les traitez? À qui elles vont être communiquées? Donc, le RGPD n'interdit pas, de nouveau, de communiquer des données à des tiers pour qu'ils fassent du marketing direct ou peu importe les finalités. Mais on vous dit simplement, vous devez le dire. Vous devez être transparent par rapport à ça. Donc, première question, où sont mes données? Si elles sont en dehors de l'Europe, ce n'est pas grave, on peut les laisser en dehors de l'Europe, mais alors il faut être transparent, il faut expliquer à la personne que ces données sont hébergées dans tel et tel endroit, dans tel et tel pays, dans tel et tel serveur. Okay. Et puis, il faut surtout avoir des conditions générales, des contrats. Le premier maître mot du RGPD, c'est la transparence. Le second maître mot du RGPD, c'est la documentation, c'est-à-dire qu'on passe d'un système aujourd'hui où on devait faire des déclarations à la Commission de la protection de la vie privée. Vous êtes 33 participants. Je suis sûr que parmi vous, il n'y en a pas un seul ou il n'y en a pas beaucoup ou une seule qui a fait cette déclaration à la Commission de la protection de la vie privée. Or, c'est quelque chose qu'il fallait faire et qu'il faut encore faire aujourd'hui tant que le RGPD n'est pas en vigueur. On change vers un système de, si vous voulez, d'auto-certification, d'auto-compliance. C'est-à-dire qu'en fait, à tout moment, vous êtes susceptible de prouver que vous êtes, entre guillemets, RGPD compliant. Et c'est ça la difficulté, en fait. C'est que tout le monde part sur cette date du 25 mai en disant « Ouh là là, je dois être RGPD compliant le 25 mai ». Oui, vous devez l'être le 25 mai 2018, mais vous devez l'être après. En fait, le RGPD, c'est quelque chose qui doit rentrer dans la culture de l'entreprise. C'est quelque chose auquel on doit penser quand on lance une nouvelle action marketing, quand on utilise Qualifio pour faire telle ou telle action marketing. Il faut que la protection des données soit dans votre esprit. Se dire, tiens, au fond,
Pourquoi est-ce que je collecte ces données? Est-ce que j'ai bien avisé la personne de la raison pour laquelle je collecte ces données? Okay. Est-ce qu'elle est au courant? Comment est-ce qu'elle est au courant? Par ma privacy policy. Est-ce que c'est assez clair? Vous verrez, si vous prenez une fois le temps de lire le RGPD, vous verrez que le RGPD, non seulement on dit qu'il faut être transparent, mais en plus, il explique comment il faut être transparent. C'est terminé les privacy policy, vous savez, avec des blocs de texte comme ça, illisibles, tout en bas du site web, en caractères tout petits qu'on ne sait pas lire. Non, non. Le RGPD impose spécifiquement d'utiliser un langage clair. Donc, le langage, entre guillemets, juriste ou avocat, avec des clauses en anglais qu'on ne sait pas lire, eh bien, c'est terminé. Il faut expliquer clairement. Et vous verrez que si vous surfez un peu sur des sites genre Airbnb, moi j'aime bien Airbnb pour ça, parce qu'au niveau de la privacy policy, vous verrez qu'ils ont un langage très clair. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Première question, donc, c'est se dire, tiens, où sont mes données? Est-ce que je suis assez transparent avec la personne? Vous pouvez traiter des données, mais il faut être transparent. Il faut expliquer pourquoi. Une question qui revient souvent aussi, c'est tiens, je dois avoir un double opt-in, un opt-in. Est-ce que je dois leur demander spécifiquement pour chaque type de finalité? En fait, oui, vous devez à tout moment pouvoir prouver que vous avez reçu, ou que vous pouvez prouver, vous avez reçu le consentement de la personne quand la base légale de votre traitement est le consentement, ce qui est généralement le cas dans le marketing direct. Donc oui, il faut pouvoir prouver à tout moment que vous avez le consentement de la personne. Alors que vous l'ayez au moyen d'une case à cocher, un mail, etc., peu importe. De nouveau, il y a énormément de questions préalables et aujourd'hui par rapport aux outils. Vous posez énormément de questions, beaucoup de gens se posent des questions par rapport aux outils. Tiens, est-ce que je peux encore utiliser Google Drive? Tiens, si j'utilise MailChimp, est-ce qu'ils sont RGPD compliant, etc. En fait, le RGPD s'en fiche concrètement des outils que vous utilisez. Les outils ne sont qu'un mode de collecte et de traitement des données. Donc, vous pouvez utiliser les outils, entre guillemets, que vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'avoir des outils RGPD compliant, parce qu'in fine, c'est vous le responsable de traitement, en tout cas ceux qui collectent et qui définissent les finalités. Et donc, c'est à vous à respecter le RGPD, donc avoir cette transparence, cette documentation, etc. Donc, l'outil en tant que tel n'est pas quelque chose d'important au niveau du RGPD. Donc, à nouveau, vous pouvez utiliser Google Drive, vous pouvez utiliser Dropbox, toute une série d'outils que vous utilisiez à l'heure actuelle. La seule chose qui doit être votre préoccupation, c'est tiens, au travers de cet outil, est-ce que j'ai été suffisamment transparent sur les données que je collecte, sur ce que je vais en faire, etc. Outre toutes ces questions-là, et après je vais me raccrocher au slide, outre toutes ces questions-là, une nouveauté aussi qui est très compliquée, et en fait c'est peut-être la chose que moi je vois dans la pratique quotidienne qui est la plus compliquée, c'est la durée de rétention. Ce sont des questions souvent qui reviennent aussi, c'est tiens au fond, est-ce que je dois avoir une durée de rétention qui est limitée dans le temps? Oui, en fait le RGPD vous dit vous pouvez traiter des données à certaines conditions, etc. Mais vous ne pouvez pas le faire ad vitam aeternam. Donc effectivement, pour chaque type de traitement, pour chaque type de collecte, vous devez définir une durée. Et ce qui est compliqué, et je vous avoue que c'est parfois le plus compliqué, nous, en tant que juriste ou avocat, quand on met en conformité, c'est qu'il n'y a pas de liste de durée parfaite. C'est-à-dire qu'en fait, le RGPD ne nous dit pas, tiens, pour le marketing direct, vous pouvez conserver des données X années, 3 ans, 5 ans, etc. Il y a parfois des lignes directrices des autorités de contrôle. Donc, vous avez en Belgique la Commission de la protection de la vie privée. En France, vous avez la CNIL. Parfois, ils publient des lignes directrices pour le marketing, etc. Mais il n'y a pas de bonne pratique par rapport à ça. Il y a toujours un équilibre à avoir entre les finalités et la durée de rétention. Cette notion d'équilibre est très importante dans le RGPD aussi, c'est-à-dire qu'on va toujours vous demander, justement dans le marketing direct, on va toujours vous imposer ou vous demander de traiter les données dont vous avez besoin. Donc, c'est-à-dire que demain, vous lancez un concours sur Facebook ou vous utilisez Qualifio, peu importe, il faut vous poser la question de vous dire, tiens, au fond, parmi toute la masse de données à caractère personnel que je vais collecter, est-ce que j'ai vraiment besoin de toutes ces données pour ma finalité, qui est le marketing, qui est faire connaître mes produits et services, etc. Ce principe de proportionnalité est essentiel dans le RGPD. C'est ce que vous allez retrouver dans le RGPD par ce principe de minimisation des données. Voilà. Ça, c'est
un aperçu, on va dire, global et en 16 minutes, en 10 minutes du RGPD. Donc, le RGPD ne vous interdit pas de faire des choses, il vous demande de vous cadrer. La première chose à faire, c'est de cartographier vos traitements et ensuite vous poser toute une série de questions. Pourquoi je traite les données, combien de temps je les traite, où elles sont, etc. Et surtout, d'informer les gens, c'est-à-dire les utilisateurs, ce qu'on appelle les data subjects, de les informer. Peu importe les outils par lesquels vous collectez les données et peu importe la manière dont vous informez, vous devez le faire de manière claire. Moi, en tant que data subject, si demain je participe à un concours, si demain je participe à une action marketing, je dois savoir exactement pourquoi vous traitez les données. C'est pour faire connaître vos produits, vos services, c'est pour les transférer à des tiers, c'est pour plus tard faire du remarketing, c'est pour faire du croisement avec d'autres bases de données, du profiling, etc. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire, mais vous devez le justifier. Dernier point, vous aurez aussi entendu souvent parler de données sensibles. C'est quelque chose aussi que les gens agitent très souvent en disant « Oh là là, mais moi je traite des données sensibles, c'est problématique ». Une chose que vous ne devez pas oublier, c'est que données sensibles, aux yeux du RGPD, c'est quelque chose qui est strictement défini. Ce n'est pas parce que vous détenez des informations liées au compte bancaire ou financière d'une personne, c'est une donnée sensible au sens du RGPD. La notion de données sensibles au sens du RGPD est très strictement limitée. C'est les opinions religieuses, c'est les opinions politiques, ce sont les préférences sexuelles, ce sont les données médicales. Donc, si vous n'êtes pas dans ces traitements-là, vous n'êtes pas dans un traitement de données sensibles. Mais à vos yeux, peut-être que c'est une information qui est, entre guillemets, sensible dans le sens du droit commun. Mais ici, au niveau du RGPD, la donnée sensible, il ne faut pas la confondre avec la donnée confidentielle. Et vous verrez qu'en termes de marketing, on est rarement dans ces domaines de données sensibles. Donc, toute cette réglementation particulière par rapport à données sensibles, elle ne vous concerne pas directement. Elle concerne surtout les administrations publiques, surtout les hôpitaux, des sites très spécifiques, des sites de rencontres, par exemple, etc., qui vont très loin dans les données sensibles. Mais ici, cette notion de données sensibles, elle nous intéresse que moyennement dans l'objet aujourd'hui du RGPD et marketing. D'accord ? La question, je vais y répondre parce que je vois les questions-réponses ici en direct. La question qui revient tout le temps et qui est fort légitime, c'est tiens, qu'est-ce que je fais ou comment je fais avec ma base de données existante. En fait, c'est bien beau de me dire qu'il y a une nouvelle réglementation. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui avec ma base de données? Parce que forcément, ben voilà, j'ai une base de données de prospects que j'ai constituée au cours des années. Pourrais-je toujours l'utiliser après mai 2018? Oui, sans problème. Donc, le RGPD, à nouveau, ne vous interdit pas d'utiliser les bases de données. La seule chose, c'est que le RGPD, si vous voulez, si vous passez l'expression, bétonne le consentement. Il va plus loin dans le consentement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était très laxiste par rapport au consentement, à l'opt-in. En fait, on avait des cases précochées. Parfois, il y en a beaucoup qui mettent leur privacy policy dans les conditions générales d'utilisation du site web avec une petite clause protection des données, une mini-clause. Dans les conditions générales, on se dit « Ok, c'est bon, moi j'ai averti la personne, j'ai eu son consentement. » Et même, en fait, si je n'ai pas son consentement explicite, ben, le fait qu'il n'ait pas dit non, ça veut dire oui. Eh bien non, avec le RGPD, une des nouveautés du RGPD, c'est d'être beaucoup plus strict, beaucoup plus exigeant avec ce consentement, avec ce que vous connaissez dans votre langage, entre guillemets, avec cet opt-in. Donc, l'opt-in est beaucoup plus strict que sous l'emprise de la loi actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande d'avoir un opt-in explicite et un opt-in granulaire. Je m'explique. Granulaire, c'est aussi une question qui revient ici aussi. Une case générale qui dit « J'accepte qu'on traite mes données conformément à Privacy Policy », avec un lien vers la Privacy Policy, et une case à cocher spécifique, ce n'est pas suffisant. En fait, on demande maintenant à la personne son consentement spécifique pour les types de traitements. Vous aurez compris, je vous ai dit, faites votre cartographie des traitements, posez-vous les bonnes questions, posez-vous les raisons pour lesquelles vous traitez vos données. Eh bien, demandez aux personnes pour quelles raisons et pour quelle finalité, chaque fois,
vous recueillez le consentement. Donc, le consentement doit être spécifique. Je suis d'accord que tu traites mes données pour me tenir au courant de tes produits et services. Première case à cocher. Deuxième case à cocher, je suis d'accord que tu traites mes données pour les transférer à mes partenaires sélectionnés avec soin parce qu'ils vont pouvoir te tenir au courant. Je suis d'accord que tu traites mes données pour organiser des événements, etc., etc. Et donc, plus vous serez transparent, plus vous serez exigeant avec le consentement et plus la personne va se réapproprier son consentement, plus vous serez RGPD compliant. Il y a une dame qui posait la question, je crois que c'est la dame c'est Valérie de Flandre, la dame de Dr. Hooker, qui me demandait, qui demandait au travers de la plateforme, d'ici, du chat, du webinaire, tiens, au fond, est-ce que vous connaissez un site qui a déjà une privacy policy 100% GDPR proof? Méfiez-vous des avocats, consultants qui vont vous dire qu'ils sont 100% GDPR proof. En fait, malheureusement, le GDPR proof n'existe pas. C'est-à-dire que c'est un chemin constant parce que vous allez faire des nouveaux traitements. Vous allez collecter des nouvelles données, des données un peu plus compliquées, un peu plus importantes. Vous allez parfois traiter des données sensibles, etc. Il n'y a pas de privacy proof, il n'y a pas de GDPR proof, ça n'existe pas en fait. C'est quelque chose qui évolue, qui commence le 25 mai, mais qui va évoluer tout le temps. Mais dites-vous toujours que plus vous êtes transparent et exigeant et plus vous informez la personne, plus vous serez GDPR compliant. C'est vraiment la chose à se demander. Donc, la base de données, vous pouvez continuer à l'utiliser, mais vous aurez compris, comme on est plus exigeant avec le consentement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Et peut-être qu'il y en a déjà qui ont reçu ce type de mail. Moi, j'en ai reçu un hier. Bien, un petit mail qui dit, tiens, et en plus, on peut en faire, je ne sais pas, un atout marketing. Souvent, moi, je dis aux clients, ben, tiens, c'est vrai que c'est une nouvelle contrainte et on en a déjà énormément, des contraintes légales, mais faites-en un atout marketing, en fait. Dites que vous êtes GDPR compliant, ou en tout cas que vous vous mettez sur la route de la GDPR compliance, parce que les gens vont être de plus en plus inquiets par rapport au traitement des données, par rapport à ce qu'on fait avec ces données. Donc, un petit mail pour cette base de données qui dirait, j'invente, qui dirait, tiens, ben voilà, vous savez qu'il y a une nouvelle réglementation. Vous savez que dans le cadre de cette nouvelle réglementation, le consentement est la base essentielle pour laquelle nous traitons vos données dans le cadre du marketing direct. Voici les finalités pour lesquelles nous traitons. Nous vous invitons à nous confirmer votre consentement. Nous vous invitons à venir voir notre politique vie privée, à poser vos questions, etc. Moi, j'ai énormément de clients qui, au lieu de faire une charte vie privée sur leur site web, créent carrément un petit, dans la gestion des comptes, etc., un petit outil ou une petite partie liée à la gestion de la vie privée. Et donc, quand vous êtes inscrit, vous avez communiqué vos données, vous pouvez décider des raisons pour lesquelles vous avez communiqué vos données, vous pouvez accéder à vos données, vous pouvez avoir une copie de vos données. Tout ça, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants dans le cadre du GDPR, puisque non seulement on vous impose des choses, nous, en qualité de responsable de traitement, mais vous aurez aussi entendu, ou en tout cas certainement compris, que la personne a toute une série de droits. Droits classiques, droits qu'on connaît, le droit d'accès, le droit de rectification, mais des nouveaux droits aussi, le droit à l'oubli, le droit à la portabilité, dont on va parler un petit peu. Donc, pour toute cette notion de base de données, oui, vous pouvez continuer, mais pour pouvoir prouver que vous avez un consentement en or, bétonné, l'idéal, c'est d'envoyer un mail pour récolter ce consentement et surtout de garder la preuve de ce consentement, puisqu'on va vous demander à tout moment de prouver ce consentement, de prouver que votre base de données est optime. Voilà. J'achète des adresses email. Je prends 2 minutes si vous voulez pour voir les questions. Ou alors je fais ça après peut-être. Mehdi, qu'est-ce que tu penses? Après? Parce que je vois qu'il y a 21 questions. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends. Alors, on va passer très rapidement en revue celle-là parce qu'à mon avis, elles vont répondre quand même à beaucoup. Oui. Et puis après, on fera les réponses auxquelles on n'a pas répondu. Si oui, ok. Rapidement. Hein. Oui, donc, oui, je suis désolé. Non, c'est bien. J'achète des adresses email pour mes actions de marketing direct et d'e-marketing. Pourrais-je toujours le faire avec le RGPD? À nouveau, j'insiste, oui, vous pouvez continuer à le faire. À 2 conditions. Premièrement, il faut vous assurer que là où vous allez acheter
la base de données, mais c'est ce que vous connaissez, que la base de données est opt-in. Il est hors de question de commencer à envoyer des emails marketing à des gens qui n'ont pas marqué leur consentement. Donc, c'est une garantie à avoir de la part de la personne qui va vous communiquer, vendre, louer, peu importe le rapport contractuel. La première garantie, c'est est-ce que tu me garantis que les données que tu as collectées, elles sont RGPD compliant, c'est-à-dire que c'est une base de données opt-in, que les gens ont marqué leur consentement, et vous l'aurez compris, un consentement éclairé, strict, etc. Donc, pas juste oui, oui, d'accord, c'est oui, ils sont d'accord pour telle et telle finalité, premièrement. Et deuxièmement, le RGPD impose, ou en tout cas demande, si vous n'avez pas collecté les données directement auprès de la personne concernée, d'envoyer un premier mail, un peu comme je disais dans la question 1, d'envoyer un premier mail qui dit, ben voilà, je suis, imaginons qu'aujourd'hui, Qualifio collecte des données, elle me les transmet à moi, Frédéric Deschamps. Bonjour, je suis Frédéric Deschamps, avocat au barreau de Bruxelles. J'ai reçu vos données par Qualifio. Voilà pourquoi je vais traiter vos données. Je vais vous tenir au courant des activités de mon cabinet, de mes prochains webinaires, etc. À partir du moment où vous respectez tout ça, vous êtes sans problème dans le cadre du GDPR et vous pouvez sans problème continuer à traiter ce type de base de données, que vous les ayez collectées directement auprès de la personne concernée ou bien que vous les achetiez auprès d'un tiers. Ce n'est pas un problème et ce n'est pas interdit. J'utilise les audiences personnalisées de Facebook pour toucher mes clients et prospects avec des messages publicitaires. Pourrais-je toujours le faire avec le RGPD? À nouveau, vous l'aurez compris, et vraiment j'insiste, on s'en fiche des médias et des outils. Que vous le fassiez via Twitter, Facebook, n'importe quel et futurs médias, l'avantage du RGPD, c'est que justement, il ne s'attache pas à des outils. Il ne dit pas tel et tel outil. Il s'attache à des grands principes. Les grands principes, c'est ce que je viens de vous expliquer vraiment en grand résumé. Et donc, que vous utilisiez Facebook, Qualifio, Twitter, peu importe, vous aurez compris que vous collectez des données et que vous devez être transparent. Peu importe les données, mais que vous devez être transparent. Donc, au travers de Facebook, au travers de votre site web, au travers de la newsletter, il faut évidemment être transparent et il faut évidemment pouvoir prouver à tout moment que les gens ont donné leur consentement. Donc, c'est oui, si les personnes ont donné leur consentement. Et je ne sais plus le deuxième. Alors, en vertu de la loi actuelle, je considère que tous mes clients existants sont automatiquement inscrits à mes newsletters et promotions. Est-ce toujours vrai dans un contexte RGPD? Oui, c'est toujours vrai. Ça, je l'ai dit. Vous pouvez clairement continuer à utiliser vos bases de données, mais soyez certain de pouvoir prouver à tout moment que vous avez l'opt-in. C'est ce qui existe aujourd'hui. Hein. Le spamming, l'opt-in, ce n'est pas des notions nouvelles. C'est ce que vous connaissez déjà aujourd'hui. On n'invente rien en fait par rapport à ça. On est juste plus strict avec le consentement. Peu restrictif, c'est ce que je vous dis. Donc la prudence veut que l'on recalque à nouveau l'opt-in. Et c'est ce que je vous dis aussi, le petit conseil, on peut en profiter pour être totalement transparent par rapport aux finalités du traitement. Il y avait des questions que j'ai vues passer qui étaient « Oui, mais tiens, au fond, j'ai un consentement pour faire de la newsletter, on va dire ça comme ça, mais en fait, je voudrais faire du profiling, en fait, je voudrais faire ça, ça, ça et ça, donc je voudrais rajouter des finalités dans l'opt-in. Aucun souci, pour autant que vous soyez transparent. Donc, vous avez une base de données opt-in qui dit… au moment de la collecte du consentement, qui dit ben voilà, moi je traite mes données pour faire cette finalité A et B. Si demain vous vous dites tiens, au fond, ces données elles sont intéressantes pour une finalité C, ce qui forcément va arriver, il n'y a pas de problème, ce n'est pas interdit, mais de nouveau, il faut prévenir la personne et il faut avoir son consentement. C'est aussi simple que ça. Parce que la base légale ici est le consentement de la personne. J'utilise des fournisseurs de services informatiques établis en dehors de l'Union européenne. Pourrais-je continuer à travailler avec eux? Oui, s'ils sont conformes au GDPR. C'est ce que je vous ai dit. Donc, la grande force en fait du GDPR, et peut-être que vous, dans vos activités, vous l'avez déjà vu. Moi, je le vois déjà en tant qu'avocat. Hein. Donc, je travaille avec parfois des grosses compagnies d'assurance. Eh bien, ils me posent la question, ils me disent, tiens, au fond, maître Deschamps, tous vos timesheets, etc., vous les mettez dans un outil. Cet outil, il est hébergé où? Est-ce qu'il est en Europe? Est-ce que vous avez une politique de mot de passe? Est-ce que vous avez de la documentation à nous fournir par rapport à ça? Votre site web, il est hébergé où? Tiens, je vois qu'au travers du site web, vous collectez des données. Est-ce que vous travaillez avec WordPress? Très bien. Et WordPress, ils hébergent les données où ça? Quelle est la sécurité autour de ces données, etc., etc. Donc, à nouveau, oui, on peut travailler avec des gens en dehors de l'Union européenne. Ce n'est pas interdit.
à deux conditions. C'est qu'il soit quand même conforme au GDPR, parce qu'une des nouveautés de ce GDPR, c'est cette responsabilité conjointe. Ça crée une chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une responsabilité solidaire entre le responsable de traitement et celui qui va traiter le sous-traitant, celui qui va traiter les données. Demain, je téléphone à Qualifio en disant « Tiens, Qualifio, est-ce que vous pouvez faire une super action marketing pour mon cabinet ?» Moi, je suis le responsable de traitement vis-à-vis de mes clients. C'est à moi qu'ils ont donné leurs données. Qualifio est mon sous-traitant. Ils vont accéder à mes données pour des finalités bien spécifiques, me faire du marketing direct, m'organiser un jeu concours. Il n'y a pas de souci. On peut le faire, même si Qualifio était aux États-Unis, en Angola, au Chili. Ce n'est pas un problème. Par contre, ça doit être documenté. C'est-à-dire que je dois avoir un contrat avec mon sous-traitant qui explique, qu'est-ce qu'il va faire avec ces données, où elles vont être hébergées et qui va me rassurer par rapport à ce qu'il va faire avec ces données et surtout qui va définir qu'est-ce qu'on fait une fois qu'ils ont fini de travailler. Qu'est-ce qu'on fait avec mes données? Qu'est-ce que Qualifio va faire avec mes données le jour où, je dis, on a fait une super campagne marketing, c'est fini. Eh bien, il faut qu'ils les détruisent, il faut qu'ils me les restituent, il faut que Qualifio m'explique où sont hébergés leurs serveurs, il faut que Qualifio me dise quelles sont les personnes qui ont accès aux données, est-ce que c'est leurs employés, tous les employés, est-ce qu'ils ont une politique de mot de passe, est-ce qu'ils ont de la sécurité informatique, du SSL, etc., etc. Donc, vous voyez, vous pouvez le faire, ce n'est pas interdit, mais il faut documenter, il faut savoir ce qu'on fait. C'est de la logique, en fait, le RGPD. C'est rien d'autre que de la logique et c'est surtout de prendre conscience de ce qu'on fait avec les données, quoi. Vous achetez une maison, bien, il ne vous viendrait pas à l'idée de laisser n'importe quel locataire dans cette maison, de ne pas l'entretenir, etc., de ne pas savoir exactement à quel moment vous devez payer le précompte immobilier. Ben ici, c'est la même chose. Les données sont devenues un véritable actif de l'entreprise. C'est quelque chose qui est important. Et le RGPD vous dit, OK, c'est quelque chose qui est important parce que ça touche au respect de la vie privée. C'est un principe repris dans la Convention européenne des droits de l'homme. C'est un principe essentiel. Et donc, ce qu'on va vous demander, vous, en qualité de responsable de traitement, c'est de savoir exactement où sont ces données. Donc, quand vous hébergez les données, vous devez savoir où elles sont. C'est logique. Mon groupe de sociétés opère dans différentes parties du monde. Pourrais-je encore transférer des données personnelles vers des pays hors Union européenne? Oui, bien entendu. Le transfert intra-entreprise est cadré par le GDPR. Et à nouveau, pour transférer ces données en dehors de l'Union européenne, que ce soit à des tiers ou entre entreprises, il faut de la documentation. Ça peut être un contrat, ça peut être un système de certification. Certains pays, par exemple comme les États-Unis, ont mis en place un système d'auto-certification. C'est ce que vous avez dû peut-être entendre dans le cadre du Privacy Shield. En fait, c'est la Commission européenne qui valide, qui dit « Ok, les États-Unis, toi, tu as un système de protection qui est globalement semblable à ce que nous, on offre au niveau de l'Union européenne et bien, à partir de ce moment-là, j'autorise le transfert de données en dehors. » Régulièrement, la Commission publie des décisions par rapport à des pays tiers, mais on va vite aussi dans des pays qui ne sont pas reconnus comme adéquats. Moi, j'ai régulièrement des clients qui me disent « Ah non, moi, je ne transfère pas de données en dehors de l'Union européenne. » Et puis, en grattant un petit peu, on se rend compte qu'en fait, ils travaillaient à un call center au Maroc, par exemple. Le Maroc, qui n'est pas un pays qui est considéré comme adéquat au niveau de la protection des données. Et donc, il faut un contrat. Ce n'est pas interdit, mais il faut un contrat. Il y a énormément d'entreprises qui sous-traitent des développements informatiques aussi en Tunisie, etc. Ce n'est pas interdit, mais ces gens-là vont avoir accès aux données. Forcément, ils ont accès au back-office, au développement, etc. Et donc, il faut simplement qu'il y ait un contrat qui dise, voilà, tu vas avoir accès à mes données. Voilà ce que tu peux en faire. Voilà pourquoi tu peux traiter ces données. Et voilà ce qu'on va faire une fois qu'on ne travaille plus ensemble. J'organise régulièrement des concours sur mon site internet, mon blog et ma page Facebook pour collecter de nouveaux prospects. Pourrais-je toujours le faire quand le RGPD entrera en vigueur? De nouveau, en fait, peu importe le moyen, concours, blog, peu importe le moyen, vous aurez compris la mécanique. Je traite des données, donc je dois être transparent, donc je dois informer la personne des finalités. Je dois lui expliquer pourquoi je traite ces données, je dois lui expliquer combien de temps je vais les conserver, je dois lui expliquer ce que je vais en faire, où elles sont hébergées, etc. Ce sont toutes ces mentions que vous allez retrouver dans une privacy policy. Vous pouvez toujours le faire. Vous pouvez même les communiquer à des tiers. Vous pouvez, dans vos finalités, dire attention, moi je traite les données pour moi, mais aussi pour des partenaires sélectionnés avec soin. Pour autant que la personne marque son consentement sur toutes ces finalités, que ce consentement est qualitatif, éclairé, qu'il sait exactement pourquoi il donne son accord, il n'y a aucun souci à partir du moment où vous respectez toute une série d'informations par rapport à ça.
Voilà. Je crois que je vais repasser la parole à Olivier. Non, non. Non, ah non. Si. Ah oui, voilà. Okay. On a la parole ici. Okay. Voilà, merci Fred. On va évidemment bien passer en revue, juste après cette petite partie ici, vos questions, les questions qui ont été posées via le chat. Moi, je vais peut-être juste prendre 3 minutes pour vous présenter ce qu'on appelle la boîte à outils RGPD de Qualifio. Voilà, comme vous savez, dans Qualifio, c'est un outil de marketing interactif et de collecte de données. C'est un outil qui peut gérer un nombre multiple d'utilisateurs. C'est-à-dire qu'on a des clients en France notamment où il y a quelques centaines d'utilisateurs répartis à travers la France qui utilisent l'outil. Évidemment, on peut imaginer que ce soit devenu le cauchemar du DPO, du Data Privacy Officer, étant donné que l'outil devient très décentralisé avec des utilisateurs un peu partout en France qui vont gérer des campagnes de marketing interactif de type jeu concours avec de la collecte de données. Évidemment, ça peut, pour le DPO, devenir assez problématique de ne pas pouvoir contrôler qui fait quoi sur Qualifio en termes de collecte de données. C'est-à-dire, est-ce que les concours ou les campagnes qui ont demandé un opt-in ont été suffisamment clairs au niveau du consentement? Est-ce que la personne qui a organisé un jeu concours à Toulouse, par exemple, n'a pas fait un export de données qu'elle a laissé sur sa machine? Donc, il faut, pour le DPO, arriver à avoir une vue centralisée de tout ce qui se passe au niveau activité de collecte de données dans la plateforme. Et c'est pour ça qu'on a mis sur pied la boîte à outils RGPD dans Qualifio. En gros, on l'appelle aussi GDPR Toolbox. Elle va permettre finalement déjà à vous, à nos clients, de définir la politique de rétention de données. C'est-à-dire que vous allez pouvoir paramétrer dans l'outil combien de temps vous souhaitez que les données restent chez Qualifio. Et vous allez pouvoir, par exemple, paramétrer le fait qu'une semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois, après la fin d'une action, les données sont automatiquement effacées. Ça peut être automatique, mais vous pouvez le faire aussi manuellement en disant, voilà, aujourd'hui, je vais effacer toutes les données qui ont été collectées il y a, par exemple, 3 mois. Vous allez évidemment aussi pouvoir effacer des données individuellement. Si vous avez un data subject qui vous contacte pour vous demander l'effacement de toutes ces données, vous allez pouvoir le faire évidemment aussi manuellement. Donc, l'outil va permettre toutes les fonctions de suppression de données, comme je le disais, de manière automatique ou de manière manuelle. Ça, c'est une chose. Une autre chose aussi très, très importante, ça va être de pouvoir contrôler, gérer les fonctions d'export dans votre entreprise. Donc, vous allez pouvoir mettre comme condition que dès qu'il y a un export de données, il doit y avoir une validation préalable de la part de votre DPO. Ça, c'est vraiment super important. Donc, le DPO va pouvoir, dans sa version maximaliste, donner son approbation dès qu'on parle d'export de données sous forme Excel, CSV, etc., à partir de l'outil Qualifio. Une autre chose très, très importante, c'est la possibilité pour le DPO, mais aussi pour l'admin du compte, de visualiser tous les logs, donc l'ensemble des opérations qui ont été effectuées par les utilisateurs de la plateforme au sein de votre entreprise, toutes les opérations qui vont toucher les données, que ce soit un export, une suppression, une modification, etc. Tout ça va être logué dans une page que vous allez pouvoir consulter et qui va effectivement reprendre en détail toutes les opérations faites par tous les utilisateurs. Voilà. Ça, c'est en 2 mots les grandes lignes de ce qu'on appelle la boîte à outils RGPD. Donc, c'est une option dans Qualifio qui va être lancée le 15 mars, aux alentours du 15 mars dans sa version bêta. Et elle sera disponible sans frais supplémentaires pour l'ensemble de nos utilisateurs.
qui vont du coup avoir une visibilité et un contrôle beaucoup plus fort sur toute la collecte de données. Ça va être la version bêta le 15 mars. Sur base de vos feedbacks, cette version pourra évidemment être au fil du temps améliorée, complétée avec les fonctionnalités qui manquent ou que vous auriez la possibilité de proposer. Voilà. Je repasse la parole à Fred et on va faire ça un peu à quatre mains sur la liste de vos questions. Donc, on va prendre maintenant les questions-réponses qui ont été proposées par la plateforme et les traiter peut-être une par une. OK. Je vois la première, c'est quelles sont les conséquences pour les campagnes AdWords et Facebook, l'impact RGPD et Google Analytics. Et il y a plusieurs questions là en une. Donc, les conséquences pour les campagnes AdWords et Facebook, là on peut répondre ensemble. Fred, moi je ne vois pas trop de soucis de gérer une campagne AdWords et Facebook. Une campagne en soi, une campagne Facebook ou une campagne AdWords n'est pas en soi une collecte de données personnelles. Il y aura collecte de données personnelles quand les internautes qui cliquent sur vos ads, Google ou Facebook, arrivent sur votre site et s'inscrivent pour une newsletter ou pour un service. À ce moment-là, évidemment, on va entrer dans une logique de consentement de la personne. Mais la publicité AdWords ou Facebook en soi n'a pas, selon moi, d'impact RGPD. C'est dès qu'on va traiter la donnée personnelle, c'est-à-dire demander à la personne issue de cette campagne de s'inscrire, qu'il y aura évidemment un impact RGPD et le besoin de traiter la donnée en fonction des critères RGPD. Voilà. Fred, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Oui, c'est ce que je disais. Donc, peu importe les outils, il faut vraiment que vous sortiez de la tête les outils ou les moyens de communication. On se fiche des moyens de communication, que ce soit Facebook ou autre. C'est toujours cette idée, effectivement, à partir du moment où vous collectez des données et que vous basez ça sur le consentement, eh bien, il faut être transparent à ce moment-là. Voilà. Deuxième question, c'est un peu la même chose toujours. Comment faire pour les campagnes d'emailing et de newsletter si on extrait des adresses de notre base de données pour les envoyer à des publics spécifiques? Quelle est la procédure à suivre et que doit-on dire aux utilisateurs? C'est de nouveau exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez une base de données. Il faut s'assurer effectivement que le consentement de chacune des personnes, chacun des data subjects de votre base de données soit clair, soit éclairé, soit actif, etc. Et était précis. Et le consentement doit évidemment spécifier la finalité du traitement de données. Si c'est pour recevoir tous les jours une newsletter à 16 heures, par exemple, il faut que ce soit clair que les gens laissent leurs données et qu'ils vont recevoir tous les jours une newsletter à 16 heures. Donc, de nouveau, ici, on parle de publics spécifiques comme les kinés, par exemple, ici dans votre question, la question d'Anne-Sophie. Il n'y a pas de différence entre des kinés ou n'importe quel autre data subject. Vous devez effectivement collecter, traiter ces données en fonction des guidelines qui sont imposées par le RGPD. Mais il n'y a pas une procédure différente à ce niveau-là. Anne-Sophie, tu poses aussi la question quid des personnels publics, exemple directeur de CPS, attaché de presse, ministre. Doit-on avoir le consentement pour les contacter? Alors là, il me semble, une notion, et là, Fred, tu pourras peut-être nous éclairer, qui est la notion de prospection. Parce qu'effectivement, dans une démarche commerciale classique, on fait aussi de la prospection par rapport à des gens qui ne sont pas forcément dans notre base de données, puisque à ce moment-là, on va envoyer des mails, on va identifier, tiens, voilà, mon groupe target sont les directeurs de CPAS parce que j'ai quelque chose à leur vendre, et on va du coup adresser un courrier, un email à ces directeurs de CPAS. Donc là, on n'est pas dans une logique de marketing, on est plutôt dans une logique de prospection. Je pense, mais là je parle Fred sous tout contrôle, que le RGPD n'interdit en aucun cas des activités de prospection. Alors, il y a deux éléments là-dedans. Il y a le premier élément, j'ai répondu à ça, personne privée, personne publique. En fait, c'est pas important. À partir du moment où on traite des données à caractère personnel, que ce soit un personnage public ou pas, on est dans le RGPD. Il y a deux choses, et c'est une question qui se pose énormément pour tous les recruteurs qui passent en fait leur temps sur LinkedIn
à prendre les CV et à aller collecter toute une série d'informations. Parmi les bases légales, effectivement, donc comme tu dis, parmi les bases légales du RGPD, nous, on est très axé aujourd'hui sur le consentement, l'opt-in, ce que vous appelez l'opt-in, mais il faut savoir qu'il y a d'autres bases légales pour traiter des données. Il y a le contrat, l'exécution d'un contrat quand on est avec sa banque. La banque peut traiter les données sans, entre guillemets, votre consentement, mais parce qu'il exécute un contrat avec vous, emprunt hypothécaire ou quoi que ce soit. Et puis, il y a une autre notion qui est hyper importante et qui est fort débattue au niveau juridique, et je vous passe les débats, qui est l'intérêt légitime. Et donc, on considère effectivement que le fait de traiter, parce que tu fais un traitement, quand tu vas collecter des données sur un forum, sur LinkedIn, tu fais un traitement de données. Tu prends des données, tu vas le traiter, tu vas le contacter. Donc, tu fais un traitement de données au sens du RGPD. Mais on considère que tu ne dois pas spécifiquement avoir le consentement de la personne d'opt-in, comme on a vu, mais que ça peut se faire sur base d'un intérêt légitime. Pour faire tourner ta boîte, tu as un intérêt légitime de prospecter, de contacter les gens, etc., de traiter leurs données. Voilà. Il y a des auteurs qui vont jusqu'à dire qu'on pourrait très bien, ne retenez pas ça aujourd'hui, mais il y en a qui écrivent qu'on pourrait très bien se passer du consentement et considérer que le marketing direct, in fine, c'est un intérêt légitime de l'entreprise pour traiter des données à caractère personnel. Il y en a qui vont jusque-là. Donc, il n'y a pas qu'une base légale, l'opt-in, il faut le savoir. Il y a le contrat, il y a l'exécution d'une mission d'intérêt public aussi pour la Poste. La Poste traite vos données pour distribuer le courrier, enfin, si elle y arrive. Et eh bien, à partir de ce moment-là, c'est un intérêt public et ce n'est plus le consentement. Elle n'a pas besoin de votre consentement pour traiter vos données. Donc, l'intérêt légitime est effectivement une des notions pour la prospection. Oui, tout à fait. Ok, ça c'est vraiment important, effectivement. Ouais. Autre question, ici, toujours de Anne-Sophie. Si on recherche des adresses qu'on stocke dans une base de données personnelle et qu'on veut contacter ces personnes par la suite en leur envoyant un contenu spécifique, quelle est la procédure? Voilà, de nouveau ici, vous recherchez des adresses, vous les stockez sans le consentement des gens puisque vous n'avez pas eu de contact préalable avec eux. Je pense qu'on peut considérer ça comme étant une démarche de prospection et donc c'est possible effectivement en termes de RGPD. Maintenant, il faut être assez prudent par rapport à ça, parce que c'est un peu comme à l'époque. Moi, à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui collectaient des adresses mail dans des forums de discussion à l'époque où il y avait un peu plus de forums, etc., et qui traitaient ces données sans le consentement. Moi, aller prendre une adresse mail, la mettre dans une base de données et commencer à envoyer des emails commerciaux, c'est clairement un traitement de données à caractère personnel. La base légale, elle ne va pas être l'exécution d'un contrat, elle ne va pas être le consentement, puisque par définition, la personne n'est pas au courant. Alors, l'intérêt légitime, oui, mais il va falloir que ce soit sérieusement justifié, quoi. Donc, il ne suffit pas de dire « Ah, intérêt légitime, voilà, je te spam ». Non, il faut que ce soit quand même sérieusement justifié. Donc, moi, je crois vraiment, surtout qu'en plus, outre ces notions de consentement, le RGPD impose de traiter les données de manière loyale, etc. Donc, il y a des traitements qui ne vont pas être considérés comme loyaux. Et le fait d'aller collecter les données sans avoir le consentement et ensuite d'envoyer du mail marketing, je ne suis pas sûr que ça passerait, quoi. Et en plus, demain, vous avez un contrôle avec la Commission de la protection de la vie privée. Ils vont vous dire très bien, mais je vois que vous envoyez des mails dans votre base de données à M. Frédéric Deschamps, Olivier Simonis. Donnez-moi la base légale, vous n'avez pas le consentement, l'intérêt légitime. On va vous dire, oui, d'accord, mais c'est quoi votre intérêt légitime d'envoyer 15 mails? À la limite, un mail en disant, tiens, voilà, on a remarqué que vous aviez tel intérêt, on aimerait bien un mail pour recueillir le consentement. Ça, à la limite, ça pourrait encore passer. Un petit mail en disant, tiens, comme moi je reçois parfois sur LinkedIn, où on reçoit peut-être tous, tiens, on a vu que vous étiez fort actif là-dedans, est-ce que vous seriez d'accord que je vous envoie telle et telle info, ou vous seriez d'accord de faire partie de tel et tel groupe? Ça, à la limite, ça peut passer. Ça me choque moins. Mais le mettre dans une base de données et commencer à faire du MailChimp tous les mois, envoyer la newsletter sans le consentement, je suis moins à l'aise. Ok. Non, ça c'est clair. Parfois, la limite est assez ténue entre de la prospection et du marketing direct, évidemment. Moi, j'ai l'impression que si tu contactes un nombre très limité de personnes dans une logique de prospection avec un message très ciblé, tu peux le justifier par l'intérêt légitime. Tout à fait. Tu commences à en stocker 10 000
dans ta DB et shooter un mail toutes les semaines, là, ça ne va plus. Mais je crois que voilà, la limite est quelque part entre les deux, mais d'après ma connaissance du RGPD, elle n'est pas clairement exprimée. Donc, c'est un peu sujet à interprétation. Oui. Faut pas oublier que le RGPD, d'abord, il n'est pas encore en vigueur. Hein. C'est marrant parce que c'est vrai que tout le monde s'énerve, mais il n'est pas encore en vigueur déjà. Donc, voilà. Et puis, alors, il faut savoir qu'il y a énormément de points qui sont encore pas en discussion parce que le règlement est publié, mais il y a le groupe 29. Enfin, là, on va se perdre, mais il faut savoir qu'il y a pas mal de points comme le data breach, la manière de notifier les data breach en cas de brèche de sécurité, qui ne sont pas encore super clairs. Donc, c'est quelque chose qui va clairement évoluer, quoi. Ici, je vois, il y a Julia qui pose une question que j'aime bien. Enfin, j'aime toutes les questions, mais celle-là, je la trouve pas mal. Si je gère une campagne AdWords pour un client et que je renvoie vers un formulaire de contact qui n'est pas RGPD Proof, dans quelle mesure est-ce que je suis responsable? Il faut savoir que vous, en qualité soit de société de marketing, on va de plus en plus vous demander d'être GDPR compliant. Donc, si moi je fais appel à Julia demain pour qu'elle me lance une campagne marketing, c'est ce que je disais avec Qualifio, j'attends de elle qu'elle soit RGPD compliant, donc qu'elle fasse exactement, qu'elle respecte la réglementation, quoi. C'est logique, hein, vous ne pouvez travailler qu'avec des gens qui respectent la réglementation. C'est le même système que la TVA, vous voyez, en matière d'entrepreneur, etc. Vous êtes censé, en théorie, légalement vérifier le numéro de TVA, être sûr que la personne n'ait pas de dette TVA avant de payer une facture, quoi. C'est une obligation légale. Ici, c'est un peu la même chose. Quand vous travaillez avec des gens qui vont avoir accès à vos données ou auxquels vous allez accéder aux données, bien, il faut, oui, effectivement, se poser la question de savoir si on est GDPR compliant ou en tout cas, si on s'est posé des questions par rapport à ça, quoi. Voilà. Ok, ici, je vois encore une question intéressante. Ma question porte surtout sur l'hébergement. Puis-je simplement garder des données sur notre serveur en fichier Excel? Ben, oui, en fait, il n'y a pas de problème de garder des données sur un serveur en fichier Excel, pour autant que vous puissiez démontrer et garantir que vous avez pris toutes les mesures techniques et organisationnelles pour s'assurer que voilà, la sécurité informatique va faire en sorte que ce fichier ne va pas être public ou accessible simplement ou pillé de manière trop évidente et du coup vous vous retrouveriez avec un data breach sans avoir pris les mesures de sécurité suffisantes. Donc de nouveau, quelle que soit la technologie que vous utilisez, ben, il faut que vous puissiez démontrer et ça, c'est vrai en tant que responsable de traitement, mais évidemment, c'est très vrai pour des sociétés comme Qualifio qui agissent en tant que sous-traitants, qu'on puisse démontrer qu'on a pris les mesures techniques et organisationnelles qui sont un peu les meilleures pratiques du marché pour assurer la sécurité et la protection des données. Que ce soit sur Excel ou sur n'importe quelle autre base de données, ça ne change absolument rien en fait. C'est vraiment, voilà, est-ce qu'on a et ça on introduit aussi la notion de privacy by design ou privacy by default qui finalement fait que n'importe quelle opération technique qu'on va faire, c'est le cas par exemple pour nous sur la plateforme Qualifio, ben on va se poser la question, est-ce qu'il y a une implication au niveau de la protection de la vie privée ou de la protection des données et comment doit-on faire pour que n'importe quelle nouvelle fonctionnalité qu'on va mettre en place puisse garantir la sécurité des données privées, en fait. Moi, j'ai une petite anecdote vite fait comme ça, c'est que je viens de terminer la mise en conformité d'un client qui traite toutes des données de santé. Donc, ils font de la recherche médicale, je ne peux pas dire le nom forcément, et de la recherche médicale, donc ils ont des données ADN, donc des données, ce qu'on appelle sensibles au niveau RGPD. Et on a tout fait, nickel. En plus, ils transféraient vers le Japon, donc des données qui sortent de l'Union européenne sensibles. C'est quelque chose qui, au niveau RGPD, est compliqué. Et puis, in fine, en fait, je pose la question un peu sécurité informatique. Et ils sont 3 dans cette entreprise. Ils me disent oui, sécurité informatique, des serveurs, parfait, aucun souci, on est très bien. Je fais OK. Dites-moi un peu, montrez-moi les conditions générales, c'est hébergé où, etc. En fait, il avait son serveur à la maison. Et dans son esprit, sa maison, il avait une alarme, il avait une police assurance incendie, et donc c'était bien sécurisé en fait. Donc lui, il avait toutes ses données chez lui à la maison, comme moi je suis à la maison aujourd'hui, sur son serveur, toutes des données de santé, de l'UCL, l'ULB, etc. Et donc, de nouveau, par rapport au GPD, il y a une donne légale.
qu'on a pas mal déjà débroussaillé, mais une donne technique aussi, c'est-à-dire qu'en fait, on vous demande de prendre des mesures de bon père de famille en termes de sécurité technique. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre en place une sécurité digne du FBI, c'est pas ça. Ça veut simplement dire que voilà, qu'il faut avoir un serveur qui est sécurisé. Il y a beaucoup de questions par rapport au mot de passe. Lorsqu'un employé d'une ASBL me signale que son mot de passe n'est plus valable, eh bien, ça nécessite effectivement de mettre en place des procédures de changement de mot de passe. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a quelqu'un qui quitte la société? Vous savez, le nombre de clients qui ont le même mot de passe pour tous les employés et qui ne le changent jamais. Moi, pendant 4 ans, j'ai toujours eu accès à la base de données de jurisprudence et de doctrine de l'ULB, quoi. Après la fin de mes vacances, j'allais dire mes vacances. Là-dedans, il y a un aspect qui est quand même très, très important aussi dans la sécurisation. C'est les PC des employés ou les laptops des employés. Chez Qualifio, voilà, on a à peu près 45 personnes. On a tous des Mac portables. Voilà, il y a effectivement potentiellement des risques de data breach si quelqu'un se fait voler son Mac, perd son Mac, etc. Donc, dans les mesures qu'on a prises, on a crypté l'ensemble des Mac des employés avec des clés de cryptage qui sont gardées ici au siège, etc. Donc, il faut quand même bien regarder l'ensemble des risques en termes de données. Et effectivement, les PC ou les laptops des employés de l'entreprise sont potentiellement des sources de data breach qui sont importantes, donc qui doivent faire partie des mesures qu'on prend pour sécuriser les données. Je vais peut-être passer à deux autres questions qui sont intéressantes. Dans le cadre d'un jeu concours, la preuve du consentement de l'internaute doit-elle passer par un double opt-in, confirmation par un lien dans un mail envoyé? Non, pas spécialement. À partir du moment où il y a une case à cocher avec une action positive du participant éclairée où la finalité de son consentement est bien claire, ça ne doit pas forcément passer par un double opt-in, c'est-à-dire par la confirmation dans un lien par un mail envoyé. C'est évidemment un niveau de sécurité supplémentaire de le faire. Dans le cadre de Qualifio, par exemple, c'est une fonctionnalité qui existe et qui permet d'être sûr que l'adresse email donnée par l'internaute existe vraiment et qu'il y a vraiment quelqu'un physiquement derrière cette adresse email, mais ce n'est pas obligatoire. On n'est pas obligé de faire une logique double opt-in pour avoir un consentement. De même que pour l'inscription à la newsletter, faut-il rajouter une case où cela va de soi? Il s'agit ici d'une inscription intentionnelle pour être tenu au courant. Oui, il faut qu'il y ait effectivement une action positive de la part du participant pour être inscrit à une newsletter ou recevoir. Non, mais je pense que la question ici, c'est est-ce que le formulaire suffit? Donc, si tu as un formulaire d'inscription à une newsletter, est-ce qu'il faut en plus une case d'opt-in? Bien sûr, bien sûr. Si la donnée est traitée après par un envoi d'email ou de promotion, il faut évidemment qu'il y ait un opt-in spécifique pour ça. Le fait de remplir un formulaire et de participer à un jeu concours ou à un sondage ou une enquête ne donne pas un opt-in. L'opt-in doit être beaucoup plus spécifique, beaucoup plus positif, beaucoup plus éclairé que le simple fait de participer à travers un formulaire à une campagne. Pour l'optique, en fait, il suffit simplement de se dire que vous avez la personne en face de vous, que la personne va vous donner toute une série d'informations, peu importe Facebook, et il faut chaque fois une case à cocher en fonction de la raison pour laquelle vous collectez les informations. En fait, il faut se dire, OK, je vais traiter tes données pour ça. Tu es d'accord? Oui, je mets la case à cocher, etc. Pas dans les conditions générales, comme on voit, c'est des cases à cocher spécifiques. C'est pour ça que parfois, maintenant, on voit 4 ou 5 cases à cocher. Alors, je sais qu'au niveau user experience, ce n'est pas terrible parce qu'on passe sa vie à cocher éventuellement des choses. Mais en tout cas, pour être certain de pouvoir utiliser les données, c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui, quoi. Ouais. Avec la possibilité de gérer ça aussi dans son espace membre éventuellement, quoi. Oui. Alors, il y a une question importante ici. Comment on prouve explicitement qu'un utilisateur a accepté l'opt-in? Alors, ça, c'est effectivement quelque chose de très important. En tant que data controller ou sous-traitant, il faut pouvoir fournir effectivement un espèce de log ou un espèce de journal qui prouve que voilà, Fred Deschamps a bien donné son consentement. Et il faut pouvoir donner ce qu'on appelle un timestamp, c'est-à-dire dire, ah oui, ce consentement a été récolté voilà, le mardi 13 février à telle heure. Donc, il faut pouvoir sortir une forme de journal. Et ça, voilà, normalement, toutes les plateformes le permettent.
mais avec effectivement un peu plus de détails sur le moment, la date, etc., à laquelle a été donné le consentement. Fred, tu confirmes ça? Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Je confirme et je réponds en même temps au chat. Ok. C'est un vrai exercice, hein, ce webinaire. Tu as le chat global, tu as les questions-réponses. Comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, il est déjà 11 heures, je propose Déjà qu'on 11 heures, passe rapidement en revue, et quitte à grouper certaines questions ou à skipper celles auxquelles on a déjà répondu. Est-ce que le RGPD a un impact sur la collecte de dons des ASBL? Il y a quelques questions par rapport aux ASBL. Je n'ai pas l'impression que les ASBL soient traités, mais là, corrige-moi Fred si je dis des bêtises, de manière différente de n'importe quelle organisation. Le RGPD touche toutes les personnes qui traitent et collectent des données à caractère personnel, point barre. Que ce soit une ASBL, un personnage public, privé. Dès qu'on fait un traitement de données à caractère personnel, on est dans le RGPD. Qu'on le fasse dans une ASBL, SPRL, SA, ce qu'on veut. Dès qu'on traite des données à caractère personnel, on est dans le RGPD. Donc oui, dans l'absolu, une collecte de dons, oui. À partir du moment où on va traiter des données pour envoyer, tiens, est-ce que vous voulez bien donner, je suppose que c'est pour Caritas, je suppose que ça doit être pour cette ASBL-là, oui. Caritas gère des données à caractère personnel, donc Caritas doit être RGPD compliant et doit expliquer pourquoi elle traite des données, pour faire la collecte des dons, pour tenir au courant des nouveaux projets caritatifs, etc. Voilà, en résumé. Alors, on a une question. Oui, toujours la question: avez-vous des exemples de privacy policy GDR proof de Valérie? Moi, j'ai pas ça sous la main, mais comme tu disais. Oui, il y a des modèles, hein, donc on peut. Oui, si vous m'envoyez un petit mail, j'ai des modèles. Moi, forcément, on réinvente pas la roue, quoi. Donc, on part toujours un peu dans la même structure. Maintenant, après, c'est très, très spécifique. Il ne faut pas se baser sur un modèle d'un concurrent parce que chacun a des finalités bien spécifiques, différentes. Et plus vous serez détaillé sur les finalités, plus vous serez GDPR compliant, quoi. Et puis, la durée de stockage est différente de client en client ou de personne en personne aussi, hein. Il y a beaucoup de questions sur la durée de stockage. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de durée type. Je crois que j'ai répondu à quelques questions en disant, voilà, la commission a dit qu'on pouvait garder les données d'un prospect avec qui on n'avait plus eu de contact pendant 3 ans. Et qu'au bout de 3 ans, en fait, ce n'était plus un prospect, quoi. C'est déjà pas mal, hein. Donc, tu t'es connecté une fois sur ton compte, tu ne reviens plus jamais sur la plateforme. Au bout de 3 ans, il faut effacer les données de cette personne parce qu'on considère qu'au bout de 3 ans, il n'y a plus beaucoup de probabilités, il n'y a plus de raison de collecter et traiter ces données. Mais ça peut être 6 mois, ça peut être 10 ans en fonction des finalités de chacun, quoi. Si vous pouvez justifier qu'en fait, vous allez les garder 10 ans parce que dans 10 ans, il se peut que, c'est justifiable aussi. Il n'y a pas de règle. Il faut toujours cette notion de proportionnalité entre ce que vous collectez, ce que vous traitez, les raisons, etc. C'est ce que j'ai répondu aussi pour une dame, Coralie, qui me parlait de limiter l'accès aux collègues dans les entreprises. Est-ce qu'il faut limiter l'accès? Il n'y a pas de réponse type. Ce qu'il faut être en tout cas certain, c'est qu'il y ait une cohérence entre les personnes qui accèdent aux données et voilà, et ce qu'on en fait, quoi. Moi, ici au cabinet, ceux qui travaillent avec moi, ils ont accès aux données, bien sûr, au billing, c'est à tous nos timesheets. Par contre, la télésecrétaire, elle n'a pas accès à tout ça ou au système de facturation parce qu'il n'y a pas de raison. Donc, il faut toujours cette proportionnalité pour réduire aussi le risque, comme tu disais, de data breach, quoi. Il faut toujours une cohérence. Il faut toujours que ce soit justifié. C'est ça qui est compliqué, quoi. Vous collectez des datas, il faut les justifier. Pourquoi? Vous les collectez pour un certain temps, il faut les justifier aussi. Il faut justifier cette durée aussi, quoi. Il y a une question, la dernière question posée par Constance, c'est ce qu'on appelle l'opt-in tacite. Donc, dans Qualifio, par exemple, mais c'est le cas dans d'autres plateformes, on a la possibilité de mettre un opt-in tacite. C'est quoi un opt-in tacite? C'est un bouton participer à une action avec un texte en dessous. Si vous, en cliquant le bouton participer, vous acceptez de recevoir notre newsletter avec un lien vers un bouton pour participer sans recevoir notre newsletter, cliquez ici. Donc, quelque part, c'est un opt-in. Voilà, on l'appelle un opt-in tacite, c'est une fonctionnalité qui marche pas mal dans l'outil. Globalement, on est en train de se poser très sérieusement la question de la laisser ou pas, parce qu'elle n'implique pas un consentement positif, dans le sens où la personne va cliquer sur participer, mais si elle n'a pas lu le texte en dessous, elle sera opt-in par défaut
sans finalement avoir donné un consentement positif par rapport à cette notion d'opt-in. Donc, elle est un peu limite en termes de RGPD. Elle est beaucoup utilisée par nos clients, principalement en France. Mais voilà, c'est une décision qu'on va prendre dans les semaines à venir en collaboration évidemment avec les clients qui l'utilisent beaucoup. Mais il est fort probable qu'on la fasse disparaître des fonctionnalités de Qualifio parce qu'elle est… voilà, on va dire que ça dépend un peu de chaque société aura une interprétation un peu différente, mais globalement, elle n'implique pas un consentement positif de la part du participant. Elle est tacite, quoi. Et le tacite, le RGPD n'aime pas beaucoup. Ouais, voilà. Donc, voilà, il est déjà quelle heure maintenant? 11h. Là, il est 11h passées. Je propose qu'on s'arrête là pour les questions. Alors, pour aller plus loin, plusieurs options. Déjà, on a lancé un site d'information gratuit dont je vais diffuser l'adresse ici. Voilà, donc ça, c'est la version francophone du site. Donc, on rassemble sur ce site de l'information sur le RGPD, même un petit test pour voir si vous êtes compliant, un e-book fait justement par Frédéric Deschamps qui explique de manière simple les implications du RGPD, et puis une section d'actualité avec qu'on fournit régulièrement en news autour du RGPD. Et puis également, vous pourrez aussi trouver les détails de notre politique RGPD interne chez Qualifio. Voilà. Autre possibilité pour aller plus loin, c'est on propose aussi des workshops dans vos bureaux, quoi. Donc là, on peut organiser facilement une demi-journée où Frédéric Deschamps se rend chez vous pour répondre à vos questions spécifiques et voir un peu spécifiquement à vos cas spécifiques quels impacts le RGPD aura. Donc ça, il suffit de m'en faire la demande par email, mehdi@qualifio.com. Vous avez tous mon email, ou même via Olivier. Et alors, dernière chose, s'il y a des questions importantes auxquelles on n'a pas répondu, parce que vous avez vu qu'on en a eu plein, n'hésitez pas à me les envoyer par email. J'essaierai, dans la mesure du possible, de vous donner une réponse via Fred. Oui, voilà. Et moi, vous ne devez pas hésiter non plus à poser 2-3 questions. Si c'est des choses auxquelles je sais répondre très facilement, je le fais en général avec plaisir, comme ça. Parfois, il y a des choses un peu plus complexes, mais vous ne devez pas hésiter à me contacter non plus par mail. Je réponds en général par rapport à ça, quoi. Voilà, et dernière chose, évidemment, pour ceux qui ne sont pas clients chez nous, si Qualifio vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter pour ça aussi. Et on est aussi ouvert à tout feedback sur le webinaire. C'est notre premier webinaire, donc on est heureux d'avoir votre feedback sur la qualité, sur ce que vous en avez pensé et comment on peut faire encore mieux dans le futur. Voilà, merci à tous pour votre participation. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, bye bye.